Bonjour à tous et merci de suivre cet enregistrement du Café Santé 39. Je fais cet audio pour vous informer que le replay va commencer directement par l'introduction de la communauté e-santé parce qu'il y a une petite partie qui a été coupée avant l'enregistrement. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, aujourd'hui, on va parler du One Health et de la santé digitale avec les invités que vous voyez sur l'affiche. Donc, bon visionnage. Merci beaucoup. Nous avons déjà organisé plus de 37 événements autour de la en Afrique et au Sénégal. Nous avons plus de membres qui ont rejoint notre mailing list et qui ont des nouvelles régulièrement par rapport aux activités de la communauté. Et nos objectifs, c'est le partage d'expériences et de savoir. C'est pour ça, dans chacune de nos activités, nous incluons des experts de leur domaine pour venir parler d'un sujet précis sur la santé numérique et enfin agir collectivement pour une utilisation efficace et responsable du numérique dans la santé au Sénégal et aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, à propos de la communauté, comme vous l'avez remarqué lors des derniers événements, on est en train de structurer la communauté. On recherche toujours des gens pour rejoindre les différentes commissions de la communauté e-santé pour nous permettre de porter ensemble cette communauté-là afin qu'elle s'agrandisse et qu'elle puisse porter encore plus d'actions et d'initiatives dans l'intérêt de la santé numérique en Afrique francophone. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, je vous prie de bien vouloir venir vers nous, vous rapprocher de nous. Et ce sera avec plaisir. À la fin de ce webinaire, je vais vous partager mon mail et vous pourrez envoyer un message pour pouvoir rejoindre la communauté. Alors, quel est le contexte d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons du One Health et de la santé digitale. Nous avons remarqué qu'il y a des crises sanitaires récentes et qui ont mis en lumière l'interdépendance profonde entre la santé humaine, animale et environnementale. Donc, aujourd'hui, le concept du One Health, promu à l'échelle mondiale, plaide pour une approche multisectorielle, c'est-à-dire que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, tous ces domaines, en fait, sont unis. Et en plaidant pour cette approche, ça permettrait de mieux prévenir et détecter et répondre aux menaces sanitaires. Aujourd'hui, le Café Santé 39 vise à explorer comment les approches du One Health peuvent être renforcées grâce aux outils digitaux. Et pour nous parler de ce thème, on a Issa Abiba Müller, qui est spécialiste technique au sein de la GIZ dans le One Health Data Alliance Africa. Elle est ingénieure en système d'information et qualifiée data scientist. Et depuis quelques années, elle met ses compétences au service de la santé digitale au Cameroun à travers la coopération allemande GIZ. Donc, lors de sa présentation, elle pourra revenir plus en détail sur le projet One Health Data Alliance Africa. Nous avons aussi le docteur Amadou Diko, qui est statisticien et expert en health et travaille au HCR des Nations Unies. Il est statisticien et il croit en l'utilisation de la data science pour le bien-être social. Il a travaillé avec plusieurs organisations à but non lucratif, que ce soit des organisations de recherche ou des organismes de l'ONU, et il est spécialiste dans l'analyse de données One Health. Il va nous parler un peu plus en détail de l'analyse de données dans le domaine du One Health. Et enfin, nous avons le docteur Oumar Bassoum, qui est enseignant-chercheur en santé publique et épidémiologie à l'UQAD. Il est professeur agrégé à l'UQAD et il enseigne les biostatistiques, l'épidémiologie, la recherche clinique, la méthodologie de recherche, la gestion des services de santé et la pédagogie médicale. Donc, ces recherches portent sur l'accès aux services de santé maternelle et infantile, l'épidémiologie des maladies transmissibles et non transmissibles et l'utilisation rationnelle des médicaments. Il est auteur de plusieurs publications et 32 communications scientifiques. Donc, pour aller vers la modération de ce panel, je vais laisser mon collègue Mamadou Digo vous présenter la suite. Merci beaucoup. Merci, Dieudonné. Merci à tous les participants d'être présents et merci à nos différents panélistes.
Et comme a dit Dieudonné, c'est un thème assez important, donc d'où l'implication de ces experts. Et nous allons d'abord faire des présentations, donc chacun d'eux aura maximum 10 minutes pour présenter le sujet selon sa perspective. Et dans un deuxième temps, on va faire des tours de table, donc, que je vais modérer les sessions, poser quelques questions aux panélistes. Et ensuite, nous allons vous donner la parole. Mais pendant les présentations, n'hésitez pas à mettre vos questions aussi dans le chat qui se trouve juste à côté. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer les présentations avec Habiba, donc, qui va nous faire une présentation sur le One Health. Donc, je vais partager votre présentation. Habiba, une seconde. Voilà, donc juste rappeler que Habiba nous rejoint depuis le Cameroun. Donc, elle nous rejoint depuis le Cameroun. Donc, je présentation rapidement. Voilà. Donc, Habiba, si c'est bon, vous pouvez activer. Et vous me dites next ou prochaine slide, si c'est OK. Merci beaucoup, cher Diego. Bonjour à tout le monde, chers collègues, chers experts. Permettez-moi de réitérer encore l'honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que panéliste à côté des autres confrères. Oui, je suis Habiba Issa Müller et je travaille au Cameroun, d'abord en général dans le contexte de la santé numérique et en particulier pour le projet One Health Data Alliance Africa. Donc, ce projet, la One Health Data Alliance Africa, que je vais nommer OUDA par la suite, a été mis en œuvre ou implémenté en tant que réponse concrète de la coopération allemande à travers la GIZ face à un défi non pas seulement spécifique à l'Afrique, mais en particulier à l'Afrique subsaharienne, notamment en ce qui concerne la mise en commun, l'utilisation de données et d'informations pour la gouvernance et la gestion des approches intersectorielles, une seule santé. Donc, le projet, la première phase du projet dure de 2022 à 2025 pour un budget initial de 5,5 millions d'euros et avec plusieurs points d'ancrage. Donc, on a l'ancrage au niveau de l'Union africaine, on a l'ancrage au niveau de IGAD et l'ancrage au niveau de certains pays comme le Cameroun, le Rwanda et oui, Malawi. Next, s'il vous plaît. Donc, l'objectif vraiment de OUDA, c'est d'améliorer la gouvernance et la gestion numérisée de l'approche Une seule santé en Afrique. Et pour y arriver, on table sur 3 volets. Donc, le premier volet vise vraiment l'appui à l'Union africaine, notamment le Bureau interafricain des ressources animales pour tout ce qui est accompagnement dans le développement et la mise en œuvre de ce qui tourne autour d'une architecture de partage de données, une seule santé au niveau Afrique. Le deuxième volet concerne les pays d'implémentation vraiment. Et là, il s'agit d'agir sur tout ce qui est renforcement de capacités, renforcement de systèmes, soutien à tout ce qui est infrastructure et dispositifs de partage de données multisectorielles déjà existants. Et le troisième volet met le focus sur les ressources humaines. Ressources humaines pour garantir le lien, la pérennité de tout ce qu'on fait au niveau pays et au niveau Afrique. Donc, on va dérouler ces 3 volets-là pour la suite. Next, s'il vous plaît. Donc, parlant du volet 1, comme je disais tantôt, ce volet met l'accent sur tout ce qui est accompagnement de l'Union africaine pour le développement d'outils qui vont appuyer la standardisation. Donc, standardisation en termes d'infrastructures, standardisation en termes de règles, de normes d'utilisation. Et c'est dans ce sens qu'on a déjà le One Health Information Policy et puis également l'architecture d'information One Health qui ont été développés, validés par l'Union africaine et qui seront bientôt diffusés. Donc,
Ça, sont deux résultats déjà tangibles. Et l'autre chose également dans le cadre de cet accompagnement, c'est le développement d'un prototype décentralisé pour le partage et l'utilisation de données multisectorielles, mais avec un accent sur la gouvernance et sur la souveraineté. Donc, cet accent est matérialisé dans le prototype. Comment? Il faut savoir que le prototype est basé sur l'approche data mesh. Donc, et dans le data mesh, on a ce qu'on appelle les data products, où les sectoriels, ou les ministères ou les pays peuvent produire un ensemble de jeux de données et avoir la latitude de pouvoir les partager d'une certaine façon. Donc, si moi, je veux avoir accès aux données peut-être du Sénégal, je dois faire une requête et à partir de ma requête, eux vont décider à quel type de données j'aurai accès et également quels seront, si on va dire comme ça, les rôles, les responsabilités, quelles seront les normes qui vont encadrer ce partage de données-là. Donc, ça, c'est ce qui est déjà fait au niveau de l'Union africaine. Next. OK, niveau pays. Niveau pays, vraiment, c'est tout ce qui est accompagnement, comme je disais, en termes de renforcement de capacité, en termes de soutien à l'infrastructure existante, en termes d'appui aux outils, aux dispositifs de partage de données. Donc, on va sur une approche de mise en place ou bien mise en œuvre ou développement de cas d'utilisation pertinents pour les pays et pertinents pour les sectoriels de ces pays-là. Donc, ici, on a par exemple au Rwanda l'intégration des aspects de la faune sauvage dans le EIDSA. On a également l'évaluation de tout ce qui est système de surveillance pour les aspects d'intégration de résistance antimicrobienne. Au niveau de l'IGAD, on a l'Observatoire One Health, donc les travaux en soutien à l'Observatoire One Health. On a la modélisation prédictive, donc c'est à ça qu'on veut arriver, une modélisation prédictive de paludisme basée sur l'IA à partir de données environnement, à partir de données climat et tout ce qui peut être rattaché à cela. Au Cameroun, on a la mise en œuvre ou bien l'accompagnement de l'implémentation du prototype Cameroun One Health Information System, qui basiquement va permettre aux différents sectoriels, aux différents ministères de pouvoir mettre en commun et utiliser leurs données. Donc, sur la base vraiment des cas d'utilisation pertinents par sectoriel. À côté de ça, on promeut également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour arriver à des systèmes de prédiction de cas de maladies en santé humaine, en santé animale et puis pour les plantes aussi, à partir des données non seulement sanitaires, mais également climatiques, des données satellitaires. Et au Malawi, ils ont eu à travailler sur la définition déjà multisectorielle de la rage et des besoins en termes de données et modélisation également de ce cas d'utilisation de rage. Donc, vraiment, ici, c'est en termes d'interopérabilité sémantique. C'est ce sur quoi ils ont mis l'accent. Next slide. Capacitation ou ressources humaines, je vais dire ça comme ça, c'est ma partie préférée. Donc, ici, tout ce qu'on fait est vraiment en relation avec la stratégie de transformation numérique Africa CDC. Et là-dedans, on a des formats d'échange réguliers entre experts du domaine, entre enthousiastes, entre volontaires. On a la mise à disposition et le partage de ressources, tant d'informations que de formation. On a également l'implication, la consultation et l'appui de ces experts-là dans tout ce travail de pilotage de système pour le partage de données qu'on fait. Et en termes d'exemples très concrets, on a déjà eu à faire, par exemple, 5 calls, donc 5 appels ou réunions réunissant plus de 1500 experts vraiment des domaines du One Health et de la santé numérique pour discuter de tout ce qui est à l'intersection de ces deux-là. On a également le programme de formation de One Health Capacity Building, donc, qui est une formation gratuite qui a été vraiment offerte pour 20 personnes, 20 experts ou spécialistes issus des ministères, issus de la société civile, des acteurs du secteur privé de plusieurs pays d'Afrique. Et oui, c'est l'occasion pour moi de saluer encore tous les efforts de KAIKAI pour mener à bien ce programme de renforcement de capacité-là. Autre chose aussi, c'est vraiment l'appui à tout ce qui est
retour d'informations. Dans la mise en œuvre du One Health, dans la mise en œuvre de tout ce qui est numérique, on fait face à des difficultés. On se dit en partageant l'information, en expliquant ce que nous on a vécu, ça peut aider les autres et ça peut amener les autres à ne pas faire ou refaire des erreurs que nous on a déjà, par exemple, eu à commettre. Et c'est dans ce cas qu'on participe activement à la production de documents, d'informations, de sensibilisation, par exemple le One Health Information for Practitioners, donc tout ce qui est en relation avec l'analyse des données, tout ce qui est en relation avec la mise en œuvre concrète vraiment des différents cas d'utilisation dans les pays. On relate tout cela pour que ça aide la communauté, pour que ça aide les autres aussi. Slide. Donc, ici, c'est quelques images, capacity building, images de l'Union africaine pour la validation des documents, formation également concrète qui a été faite au dernier Africa Health Tech Summit, Kigali. Oui, slide. Donc, ici, on retrouve le contact de... Il faut d'abord savoir qu'on a des équipes. On a une équipe centrale, donc équipe basée en Allemagne, équipe du siège. Et puis, on a des équipes dans les différents pays. On a une équipe au Cameroun, équipe Rwanda, équipe Malawi et puis l'équipe de l'IGAD. Ici, on a des contacts et puis n'hésitez pas à nous revenir, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qu'on peut améliorer, sur comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour booster tout ce qu'on arrive déjà à faire dans les différents pays. Merci. Merci, Habiba, pour cette belle présentation. Je pense que c'était assez clair par rapport à l'initiative ODA. Sûrement, il y aura des questions parmi les participants. Donc, la prochaine présentation, ce sera le docteur Ahmadou Diko. Donc, on partage notre écran une seconde et comme ça. Je pense que je t'envoie une dernière version des slides. J'avais rajouté une que j'avais oubliée. J'espère que c'est celle-là. Oui, oui, on a pris la dernière version. Ok, super. Merci beaucoup. Ça marche. Parfait. Ok. C'est pour l'écran. Ok, je pense que c'est bon. Je peux commencer? Oui, tu peux commencer. Ok, super, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein, et bon, je tiens à remercier, je pense que la communauté e-santé, Kaikai, j'ai beaucoup apprécié la présentation d'Abiba. Je pense qu'on est très content aussi de travailler avec eux, en tout cas de faire du mentoring, de partager un peu le peu d'expérience que nous avons avec les autres collègues qui sont passionnés par le One Health et faire partie aussi de ce réseau. Je pense que c'est une très belle opportunité. Je pense que comme vous l'avez dit, après la slide d'après, s'il te plaît, Mamadou. On va dire j'ai deux casquettes. Je pense qu'on est un peu plus que deux, mais deux principales et deux passions. Donc, ma passion principale, c'est l'utilisation des données pour ce qu'on dit en anglais social good. En français, c'est difficile à traduire, mais je pense que Dieudonné l'avait bien fait, mais j'ai pas retenu. Mais j'ai toujours travaillé dans le public. J'ai toujours travaillé à utiliser les données pour justement aider dans les projets de développement humanitaire. Et j'ai vraiment ces deux passions, donc sur la santé, santé publique et surtout l'aspect One Health. Donc, on pourra un peu discuter de ça et l'humanitaire de manière générale. Donc, actuellement, je travaille au sein du HCR qui travaille principalement sur les questions liées au déplacement forcé. Et comme le savez, dans cette région, c'est une grosse problématique et un peu partout. Vous suivez sûrement l'actualité. Il y a des liens entre la santé et le déplacement forcé. On va peut-être pas les toucher aujourd'hui. C'est un sujet un peu plus technique. Mais quand les populations se déplacent, et se déplacent souvent avec des animaux, il y a les zoonoses, il y a plein d'autres aspects, mais je pense que c'est pas vraiment le but. J'ai aussi fait quelques travaux dans le domaine des changements climatiques et vous allez comprendre du coup pourquoi le One Health est pour moi, je veux dire, une grosse passion parce que c'est l'opportunité justement de combiner toutes ces passions et d'avoir justement une discipline entre guillemets dans laquelle on peut vraiment collaborer avec beaucoup de personnes et l'aspect collaboratif est vraiment le plus important. On peut aller à la slide d'après, s'il te plaît. Voilà.
super. C'est pas grave, on peut garder celle-là. Donc, en fait, si vous voulez, bon, je pense que beaucoup d'entre vous de la communauté e-santé, vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est le One Health de manière générale, un peu cette approche holistique à la santé, mais pas que celle des humains, la santé animale, la santé de l'environnement. Et je pense qu'on comprend tous que rester en silo ne permet pas de résoudre vraiment le problème. Donc, je ne vais pas faire un exposé sur ça. Je pense qu'on est tous sûrement sur la même longueur d'onde. Mais du coup, il vient une difficulté parce que dès qu'on sort des concepts un peu théoriques de ce que c'est le One Health et qu'on veut commencer à travailler certaines activités, et surtout sur les activités qui sont liées à l'analyse de données, euh, là, on rentre dans une autre problématique. On a plein de données différentes qui ont été collectées différemment, avec des normes différentes et des réalités différentes, et on doit les combiner ensemble pour faire une analyse jointe qui fait sens. Et là, du coup, c'est vraiment dans le détail qu'il y a beaucoup de difficultés. Et en fait, moi, je voulais partager avec vous aujourd'hui une petite expérience au Sénégal. Elle date aujourd'hui, hein, et ça ne me rajeunit pas. Il y a 10 ans, donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec les collègues de l'ISRA, le département aussi des vétos. Beaucoup travaillé avec les vétérinaires, un peu d'ailleurs plus qu'avec les médecins. Et donc voilà, c'était un projet super intéressant. Le gouvernement du Sénégal avait et a toujours un projet d'éradication des glossines. Et la glossine, pour ceux qui ne savent pas, dans le jargon, on l'appelle la mouche tsetse. Je pense que il y a très très longtemps en Afrique, en particulier, c'était une maladie qui faisait beaucoup de dégâts. Je pense que pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes, peut-être même la maladie du sommeil ne va pas dire grand-chose. Mais bon, si vous avez plus de 40 ans ou 35 plus, vous devez peut-être savoir ce que c'est dans certaines zones et ça fait toujours quand même des dégâts. C'est une maladie négligée maintenant, tropicale négligée. Il y a un peu moins de cas. Mais c'était une maladie qui était causée par cette mouche. Et la mouche, c'est le vecteur. Donc, vous allez m'entendre parler souvent de vecteur. De la même façon que le moustique est un vecteur du paludisme, donc l'anophèle. Et en plus de donner cette maladie du sommeil qui était fatale et qui créait beaucoup de problèmes dans certaines zones, elle attaque beaucoup les bovins en particulier, donc, mais pas que, mais beaucoup les bovins, surtout dans le secteur agricole. Et il y avait des zones au Sénégal où c'était difficile de faire de l'intensification, c'est difficile de faire de l'élevage, c'est difficile de ramener certains animaux. Vous savez qu'on fait beaucoup de l'amélioration pour augmenter la productivité. C'est des animaux qui mourraient tout de suite quand ils allaient dans ces zones. Donc, particulièrement dans la zone des Niayes, qui est très bien positionnée justement pour faire ce type de développement. On peut passer à l'étape suivante, hein, je pense. À la slide suivante, oui. Peut-être descendre un peu plus. Voilà, celui-là. Et du coup, du coup, dans ce projet, je vais être transparent avec vous. J'étais arrivé pour faire une chose et j'ai fait autre chose. J'étais arrivé pour travailler sur les mouches des fruits. J'avais commencé à travailler sur les mouches des fruits, toujours dans la zone des Niayes, qui font beaucoup de dégâts sur les manguiers. Et en fait, c'est petit à petit, on a découvert aussi un peu de ce projet et j'ai travaillé sur les deux projets. Et celui-là était très intéressant parce que c'est pas la première fois que le Sénégal essaye d'éradiquer cette mouche. Il y a eu des tentatives dans les années 70 avec beaucoup d'insecticides. Plein de méthodes qu'on peut plus utiliser aujourd'hui à cause vraiment des dégâts sur l'environnement et les populations. Mais en fait, ça n'avait pas marché. Pourquoi à l'époque, malgré l'usage intensif vraiment d'insecticides très toxiques d'ailleurs, c'est que on avait raté une poche de population. C'est-à-dire on a bien mis l'insecticide dans beaucoup de zones, mais on peut pas échantillonner tout le Sénégal. On échantillonne certaines zones, on pense qu'il y a des mouches, on a des experts, mais on ne pouvait pas vraiment scanner tout. Et je pense qu'une des problématiques, c'était de comment est-ce que je peux scanner toute la zone d'intérêt et voir toutes les poches favorables à cette mouche. Et ces poches, on peut la voir. Donc, avec un indicateur, en tout cas, comme vous voyez, un index qui donne un peu la probabilité d'occurrence de cette mouche avec des indices d'incertitude. Et ce qui était très passionnant dans ce boulot, c'est pas je viens, je fais mon modèle de machine learning et puis je rentre à la maison. C'est que le modèle rentrait vraiment dans la stratégie de lutte, dans ce que le gouvernement voulait faire, parce que l'idée, effectivement, c'était de ne plus rater de poche et de pouvoir capter. Donc, comme vous savez, il y a des experts data ici. C'était une combinaison quand même de beaucoup de choses, des données entomologiques, des données sérologiques, même un peu plus parfois quand on faisait un peu de PCR, tout ce qui est moléculaire, en tout cas, pour les autres aspects après ce projet. Mais les principales données, c'était celles entomologiques. Où est-ce qu'on a les mouches? Où est-ce qu'on n'a pas les mouches? Et c'est une mouche qui a une niche écologique très particulière. Elle est très sensible au climat.
Il y a des zones où il y a beaucoup de soleil et pas peu de végétation, elle ne peut pas vivre. C'est pour ça que cette maladie, par exemple, de manière générale, elle a lieu que dans des endroits assez particuliers. Et surtout quand on a beaucoup de végétation et une certaine température, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la niche écologique. Et donc, du coup, c'est une modélisation de cette niche écologique qui nous a permis de sortir les cartes que vous voyez. Et en fait, sans entrer dans les détails, on a testé le modèle, il a été très précis, on a même fait des tests sur le terrain. Donc, au-delà des tests classiques qu'on fait quand on fait un modèle d'analyse statistique ou de machine learning avec toutes les méthodes, on est allé sur le terrain. On est allé vérifier des sites éloignés, d'autres. Franchement, les collègues de terrain de l'ISRA en particulier ont fait un travail phénoménal. Tu es assis devant ta machine, tu fais plein de choses, mais c'est très rare que tu aies l'opportunité de voir des personnes qui sont là, qui vont prendre la voiture, on va se déplacer, on va vérifier. Ah, la zone où tu dis que qui est très favorable, est-ce qu'elle est vraiment favorable? Parce qu'il y a des experts de l'écologie de cette mouche, donc en particulier mon mentor qui m'a vraiment presque tout appris sur la recherche, qui est un entomologiste médical. Et dès qu'il voit une zone, il peut savoir si c'est favorable ou pas. Donc, et ça, c'est des choses qu'on ne remplace pas, c'est des années d'expérience. Mais je veux dire, c'était avec plein d'autres collègues. Et je pense que le modèle a vraiment fait ses preuves. Il a montré vraiment qu'il était très précis. Et ça nous a valu une très belle publication, hein. C'était, je pense, une de mes premières dans un gros journal. Et qui a du coup même été réutilisée par beaucoup de pays. Et je pense qu'on était aussi en contact avec l'Union africaine et UiBar, justement que Abiba a mentionné tout à l'heure, pour voir un peu comment faire un scale-up de cette approche. On peut aller au suivant, à la slide suivante. Je vais essayer de me tenir dans les temps, quitte à sauter des aspects. Non, avant celle-là. Je sais pas si... Ah non, non. Ah ouais, donc on n'a pas la slide d'après. C'est dommage. Je vous aurais montré, l'utilisation en fait des prédictions. En fait, on avait un gyrocoptère qu'on a il y avait un pilote. Après, on a commencé à utiliser des drones qu'on a paramétré sur les résultats du modèle pour lâcher des mouches stériles, parce que c'est une technique de lutte assez complexe. Et à une phase de la lutte, ce qu'on fait, c'est qu'on lâche des mouches stériles dans les zones où il y a des mouches pour qu'elles puissent, euh, on va dire, pour qu'elles puissent féconder, entre guillemets, parce que c'est pas une fécondation en tant que telle, les femelles. Mais comme elles sont stériles, il y aura pas d'œufs, ainsi de suite. Et c'est une technique qui est très utilisée, c'est la méthode de l'insecte stérile et qui nécessite aussi d'avoir vraiment toutes ces analyses faites. Et du coup, les outputs du modèle ont vraiment été utilisés de bout en bout, tout le long du modèle. Et on a réussi à les éradiquer de la zone. Ça a tellement bien marché que je pense que le projet avait été sélectionné, je crois, à l'Expo de Milan, je ne sais plus de quelle année, comme une réussite vraiment d'intégration, en tout cas pour ce type d'approche et de modèle. Et je peux vous dire que les projets de lutte contre les tsetse, il y avait beaucoup de budget à l'époque à l'Union africaine et malheureusement, il y a eu beaucoup d'échecs. Dans la région, beaucoup au Mali, je sais que ça n'a pas marché. Il y a plusieurs pays où ça a été un peu plus difficile. Je ne dis pas que tout est dû aux données, mais je pense que le fait qu'on était vraiment une équipe très soudée, travail d'équipe, ça a beaucoup aidé. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses qu'on a effectivement partagées à travers des publications. Et du coup, pour le Sénégal, ça a marché. Et comment on fait ailleurs? Si on pense à la région, il y a juste un petit aspect, je ne vais pas prendre beaucoup de temps dessus, c'est un sujet un peu technique, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu la génétique des populations. Chaque mouche, chaque être humain, chaque, chaque individu vivant a une signature génétique. Et quand les populations sont déplacées pendant très longtemps, séparées pendant très longtemps, elles peuvent chacune développer des petites différences génétiques qui sont assez importantes. Donc, ce qu'on cherchait à avoir, c'est les populations isolées. Parce que quand tu as une population isolée de mouches, c'est plus facile de l'éradiquer. Et l'isolation peut être due à des barrières physiques. Par exemple, il y a du sable, des zones climatiques très arides qui séparent deux zones, qui font que ces mouches ne sont pas connectées. Et en fait, on s'est dit, ben, au Sénégal, dans les Niayes, on avait une petite poche quand même. Et ça a permis de faire cette éradication. Est-ce qu'on peut chercher des petites poches similaires dans la zone? Et du coup, on a commencé à travailler cette fois-ci, pas que sur des données purement de présence et d'absence de mouches, mais sur des données de distance génétique, en fait, entre certaines espèces de mouches, pour voir un peu s'il y a des îlots, des petites zones d'habitat où elles sont un peu, entre guillemets, déconnectées, elles sont restées dessus, elles ne peuvent pas quitter parce qu'elles sont, entre guillemets, on va dire, enfermées dans une petite poche génétique, dans une petite poche qui les empêche de se connecter avec d'autres. Et c'était un boulot super intéressant parce qu'on a dû tirer dans plusieurs littératures différentes. On a utilisé l'approche dite de friction, qui est très, très utilisée dans le domaine du transport, par exemple, surtout le transport d'ailleurs. Donc, comme vous voyez,
ce que je veux faire ressortir ici, c'est que dans le One Health, de manière générale, le fait qu'on travaille avec beaucoup de gens différents vient avec des idées vraiment souvent un peu innovantes et qui permettent de régler des problèmes très, très concrets. Une carte comme ça, c'est un outil tout de suite décisionnel. Ça nous dit dans telle zone, par exemple ici au Mali, on a des petites poches. Et on peut même budgétiser à peu près combien coûterait un programme d'éradication similaire. Et la partie que je ne vous montre pas, parce que je suis un peu économiste aussi, voilà, sur les bords, c'est qu'on a aussi fait des analyses coût-bénéfice. Ça coûte combien de faire le programme de lutte, à partir de combien de temps on peut récupérer l'argent, parce que c'est des programmes agricoles qui sont faits dans ces zones, on a des animaux améliorés. Les collègues de l'ISRA, du BAM, ont fait des analyses très intéressantes sur ce qui a été fait au Sénégal, qui pense peut-être partager aussi ça. Donc voilà, c'était juste deux petits exemples. C'est un peu, bon, on est au Sénégal. Donc du coup, je voulais partager quand même une petite expérience, on va dire, du Sénégal et un peu de la région, et qui montre un peu la position que peut avoir un statisticien ou un analyste ou une personne au sein d'équipes très variées, où on avait des spécialistes de génétique de population, des spécialistes des vétérinaires, des entomologistes, encore que les entomos sont des vétérinaires. Donc, des biologistes, des spécialistes de l'environnement. On a discuté avec les collègues de la NACIM pour comprendre aussi comment avoir des données de température beaucoup plus précises. Donc, c'était vraiment une équipe, on va dire, d'experts variés. Et je pense que c'est cette collaboration vraiment qui a permis d'arriver à des résultats aussi intéressants. Et c'est un peu triste parce que j'ai pris ça pour acquis, j'étais un peu plus jeune. Et je pense qu'après, je me suis rendu compte que c'est pas tout le temps le cas. Donc, voilà. Bon, cette slide pas si important. Je pense que vous avez déjà une bonne idée des approches, mais juste pour dire que, bon, voilà, la collaboration, interdisciplinaire, chacun sa discipline, chacun ses points forts. Il faut juste avoir cette capacité à pouvoir discuter ensemble. Parfois, ils disent des choses tellement techniques sur les aspects biologiques ou ils vont en profondeur dans les choses que moi, je comprends pas, parfois moi dans les modèles. Et donc, on a vraiment appris à parler ensemble et partager. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la différence, surtout quand on travaille sur les données. J'encourage vraiment, s'il y a des gens un peu plus jeunes qui sont dans la data, et il y a pas mal de projets, il y a pas mal d'opportunités. Et au Sénégal en particulier, je pense qu'ils sont vraiment bien équipés. Les structures sont top, les chercheurs sont de très haut niveau à l'UCAD, à l'UGB et les autres universités. Franchement, il y a vraiment un terreau fertile pour vraiment continuer à pousser. On peut le faire dans plein d'autres choses, pas que sur ça. Sur les moustiques, il y a beaucoup de collègues qui travaillent, surtout ceux qui travaillent à Pasteur et peut-être en centre de recherche aussi à l'UCAD. Il y a du boulot. Et j'encourage vraiment les gens à se lancer un peu plus dans ce type d'analyse parce qu'après, quand tu dors tranquille le soir, tu te dis aussi que tu es en train d'aider ton pays, d'aider des personnes qui souffrent. Avec tes petites manipulations, quand tu ouvres ton Python ou ton R, tu te dis pas que tu aides. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je veux m'arrêter là pour ne pas prendre trop en longueur, perdre le temps. C'était juste rapidement un petit partage d'expérience sur ce qui a été fait ici et que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. Merci à toi, Diego. C'est dommage qu'on n'ait pas vu le gyrocoptère parce que c'était super intéressant quand même, mais bon, c'est pas grave. Allez. Merci, Pico. Bon, effectivement, je pense après, c'était pas la bonne version apparemment. Mais en tout cas, merci pour la présentation et aussi toutes les perspectives de vue que tu as en tant qu'expert data, aussi à l'aspect économie. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont ressortis. Et merci d'avoir cette overview, cette aperçu à 360 Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de monsieur le docteur Omar Bassoum, qui va nous faire aussi une présentation selon sa perspective par rapport à cette question de One Health. Donc, monsieur Bassoum, vous pouvez activer votre micro. Merci, monsieur Diego. Voilà, donc n'hésite pas, dès que tu as besoin de prochaine slide, tu me dis next ou prochaine slide. D'accord, très bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité à ce panel et je remercie également tous les participants qui sont en ligne et c'est un réel plaisir de partager ce panel avec monsieur Diko et madame Habiba. Voilà, donc comme indiqué, je m'en vais vous présenter mon point de vue sur la santé digitale et le
l'approche One Health en termes d'intégration des dimensions humaines, animales et environnementales. Je pense que la présentation a été déjà faite. Moi, c'est Oumar Bassoum, je suis pharmacien de santé publique et je suis enseignant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut de santé et développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Slide. Les objectifs de cette présentation sont de définir les concepts One Health et santé numérique et de comprendre la place de l'université dans l'approche Une seule santé. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. Après l'introduction, nous allons revenir sur certains concepts de One Health et santé numérique pour camper un peu le décor. Ensuite, avant de conclure, nous verrons les rôles de l'université dans l'approche One Health et la santé numérique. La santé humaine et la santé animale, la santé environnementale aussi, sont très liées. Monsieur Bassoum, on vous a perdu, hein? Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je ne vous entends pas. Non, c'est la même chose ici. Ah, ok. Oui, je pense que ma connexion est très instable ce matin. Ok, ça marche. Donc, oui, vous disiez que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont étroitement liées. Oui, sont étroitement liés. Et il a été démontré que près de 70% des maladies, des problèmes sanitaires que nous vivons aujourd'hui sont d'origine animale. Et il y a effectivement des facteurs environnementaux qui sont donc identifiés comme des facteurs urgents. Ce qui fait que finalement, la solution doit être sectorielle. L'utilisation des nouvelles technologies. Ouais, docteur Bassoum, apparemment la connexion n'est pas top, donc il y a beaucoup de coupures. Je ne sais pas si vous pouvez dans la minute peut-être voir si vous avez un autre réseau. Allô, monsieur Bassoum, vous nous entendez? Allô? Bon, apparemment, il y a quelques soucis. Donc, le temps que monsieur Bassoum nous revienne avec une bonne connexion. Donc, je vais peut-être démarrer un peu les questions en attendant. Comme ça, après, s'il nous rejoint, on lui garde une fenêtre pour qu'il puisse continuer sa présentation. Il a sûrement des problèmes de connexion Internet. Merci encore, Dr Diko et Habiba, pour vos brillantes présentations. Je vais d'abord... Oui, allô, oui? Oui, monsieur Digo, je suis là. Voilà. C'est bon, ok. Donc, je suis vraiment désolé. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis vraiment désolé. Donc, je serai obligé d'aller vite. Ok. On retient l'essentiel. Voilà. Ça marche. Bon, je pense qu'on a dépassé cette diapositive.
nous sommes maintenant dans la définition des concepts tels que One Health. Bon, vous tous, vous savez, hein, une seule santé est une approche intégrée et unificatrice qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, à trouver un équilibre entre ces dimensions. Donc, cela appelle vraiment une collaboration étroite, une communication et une coordination des activités pour vraiment aboutir à un résultat optimal en matière de santé humaine, santé animale et santé environnementale, d'après l'OMS en 2023. La santé numérique est un terme générique qui englobe la cybersanté, qui inclut la santé mobile, donc c'est tous les outils que l'on peut utiliser pour promouvoir la santé, pour améliorer l'accès aux services de santé, ainsi que des domaines émergents. Donc, il y a de nouvelles technologies que l'on peut utiliser, qu'on peut associer à la cybersanté, telles que l'utilisation des sciences informatiques avancées dans les mégadonnées, la génomique et l'intelligence artificielle. Positive. Le One Digital Health, c'est aussi un concept qui est à la mode aujourd'hui et qui vise à transformer numériquement les systèmes, les futurs écosystèmes de santé, met en œuvre une approche systémique, vraiment holistique de la santé et des sciences de la vie, qui prend en compte les vastes perspectives de la technologie numérique sur la santé humaine, la santé animale et la gestion du milieu de l'environnement. Donc, c'est vraiment l'ensemble des outils que l'on peut utiliser pour améliorer, en tout cas, la santé dans toutes ses dimensions. Et voilà, et cette One Digital Health a été donc conceptualisée dans le cadre d'un cadre conceptuel, One Digital Health, par Benis en 2021, et qui montre qu'il y a bien sûr deux clés, à savoir d'une part le One Health et d'autre part la santé numérique. Et les perspectives, une perspective qui cherche à améliorer la santé individuelle et le bien-être, aussi la santé des écosystèmes et la population ainsi que la société. Et plusieurs dimensions ont été identifiées qui sont au nombre de 5. Il y a par exemple l'engagement citoyen, il y a l'environnement, la médecine, l'accès aux services de soins humains et vétérinaires, mais aussi l'éducation. Et l'université a toute sa place donc, dans la dimension éducation, mais aussi dans l'industrie sanitaire. C'est pourquoi nous allons vous entretenir sur l'apport de l'université dans l'approche One Health et santé numérique, en fonction donc des expériences que nous-mêmes avons vécues. Alors, l'université, donc par excellence, c'est vraiment l'enseignement et la recherche, et l'expertise aussi. En termes d'enseignement, ce que l'université doit faire pour vraiment vulgariser la notion de santé digitale et One Health, c'est vraiment créer un diplôme. D'accord? Donc, il faut changer de paradigme et s'adapter au nouveau contexte épidémiologique. Donc, l'université peut créer un diplôme qui sera relatif à l'approche d'une seule santé. Ou bien, l'université peut également créer une unité d'enseignement de 40 à 60 heures de cours sur un semestre. D'accord? Ou bien, si cela n'est pas possible, l'université peut également mettre en place des éléments constitutifs. Donc, c'est un ensemble de leçons qui constituent une unité d'enseignement. Ça, c'est dans le cadre de la formation initiale des étudiants des professions de santé. Au-delà de ça, on peut également mettre en place des formations continues. Donc, l'université dans la santé publique en matière de formation et de recherche. Donc, surtout pour le personnel de santé qui est déjà sur le terrain pour exécuter un certain nombre de tâches. Diapositive.
Prochaine diapositive. Alors, pour ce qui nous concerne, à l'Institut de santé et développement, nous avons essayé de nous adapter au contexte épidémiologique, à l'actualité épidémiologique. Ainsi, nous avons mis en place un master santé publique, option santé et environnement. Et nous avons créé une unité d'enseignement, donc c'est un ensemble de leçons qui seront données sur un semestre. Et dans cette unité d'enseignement, nous avons créé des éléments constitutifs en rapport avec l'aspect de la santé dans l'approche One Health, les mécanismes et causes de la résistance aux antimicrobiens, comme tout le monde le sait, la résistance aux antimicrobiens Oui, docteur Bassoum, je pense que la connexion ouais, coupe un peu. Vous nous entendez? Allô? Professeur, vous nous entendez? On vous a perdu. Alors, juste le temps que le professeur nous rejoigne, savoir si Mme Adjaratou Ndiaye nous a rejoint ou bien son assistante. Si elle est là, elle peut se manifester. C'est juste pour savoir si on le prévoit dans la question-réponse. Mme Adjaratou Ndiaye ou son assistante. Professeur, vous m'entendez? Alors, merci beaucoup. C'est son assistant, c'est Dr Danfaha. Donc, je représente le Dr Adjaratou. Ok, oui. Donc, qui est un peu en retard, mais qui ne va pas tarder peut-être à nous rejoindre. Alors, elle m'avait chargé peut-être de faire une petite présentation concernant surtout l'aspect de cadre institutionnel en rapport avec l'approche One Health ici au Sénégal, dans le cadre du programme national multisectoriel de sécurité sanitaire. Oui, il y a une question justement par rapport à ça. Vous pourrez rebondir là-dessus pendant les questions, pendant les tours de table. D'accord. Voilà, je vous donnerai l'opportunité d'en parler. Ok, merci. Merci. Vous pouvez désactiver votre micro le temps que de voir si le professeur est toujours là. Professeur Bassoum? Vous m'entendez, Digo? Ok, voilà, c'est bon. Je vous entends maintenant. Oui. Si vous pouvez continuer à finaliser, apparemment, il y a quelques soucis de connexion à votre niveau, mais vous pouvez finaliser en espérant que cette fois-ci ça. Merci. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Voilà, je suis désolé, hein, j'étais obligé de changer de machine pour voir si la situation va s'améliorer. Ça marche. Donc, ouais, vous pouvez continuer. Voilà, toutes mes excuses. Alors, nous parlions tout à l'heure de notre expérience en matière d'intégration de l'approche One Health dans nos curricula de formation. Nous avons donné l'exemple de l'Institut de santé et développement où nous travaillons comme enseignants-chercheurs. Et il y a un diplôme de santé publique option santé et environnement qui a été mis en place. Dans ce diplôme, nous enseignons des éléments qui font rapport, qui sont en relation avec l'approche One Health. Et les enseignements sont dispensés par d'autres professionnels qui sont issus, par exemple, du secteur animal, du secteur environnemental. Donc, pour vous montrer que c'est une intégration qui est, en tout cas, là, les moyens du bord. Voilà, comme contenu de formation, on peut utiliser... Est-ce que vous pouvez un peu retourner en arrière?
Voilà. Dans le contenu de la formation en rapport avec l'approche Une seule santé, One Health, il y a l'épidémiologie, la surveillance épidémiologique des maladies qui permet de collecter de façon continue des informations. Et nous avons également estimé nécessaire de renforcer ou bien d'initier les étudiants en formation initiale à l'investigation des flambées épidémiques. Il y a également la gestion des approvisionnements et Allô, professeur, on vous a perdu, je pense. Allô? Allô? Allô, allô? Peut-être ce que je vous propose, professeur, c'est peut-être les aspects qui restaient que tu voulais aborder, que vous puissiez peut-être revenir dessus pendant le tour de table. Voilà, parce qu'apparemment, il y a toujours des soucis de connexion. Comme ça, d'ici là, vous pouvez voir un meilleur lieu ou avoir une meilleure connexion. Voilà, parce qu'on vous perd très souvent. Vous nous entendez? Ok, donc je vais commencer le tour de table pour ne pas retarder. Donc, je vais laisser l'opportunité au professeur Bassoum d'aborder certaines questions pendant le tour de table. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer ce tour de table avec Habiba, qui nous a fait une belle présentation de cette initiative de One Health Digital Alliance Africa. Et j'aimerais savoir, à votre niveau, comment la GIZ accompagne-t-elle les pays africains dans la mise en œuvre concrète du One Health, notamment en ce qui concerne la gestion des données et la coordination intersectorielle. Merci beaucoup, cher Diego, pour cette question. Et oui, donc ma présentation du projet One Health Digital Alliance Africa vraiment est un exemple concret de cet accompagnement-là, de la coopération allemande à travers la GIZ. Et à côté de ça, on peut aussi noter que le projet ODA est une forme, on va dire ça, de collaboration mise en œuvre par la coopération allemande. Il y a d'autres types de projets qui sont des projets bilatéraux. Ça sera vraiment, par exemple, entre le Cameroun et l'Allemagne directement, entre le Sénégal et l'Allemagne directement. On a des projets régionaux comme ODA, on a des projets globaux où ils ont la capacité d'action dans plusieurs pays. Donc, déjà, à travers cette formulation des projets, la GIZ est capable d'adresser des besoins spécifiques, donc que ce soit pour des pays africains, que ce soit pour les pays d'autres régions. Autre chose, c'est que nous travaillons, on va dire, l'accompagnement se fait en deux phases. L'accompagnement au début, nous allons assister le partenaire pour qu'il prenne la main, pour qu'on fasse des choses ensemble, mais à la fin, le partenaire sera complètement autonome et le partenaire pourra repliquer autant de fois que nécessaire, garantir la pérennisation de tout ce qui a déjà eu à être fait. Donc, ces points-là, pour moi, sont essentiels. Et puis, autre chose, c'est que les projets, les interventions vont toujours avoir des volets, on va dire certains plus importants que d'autres, mais en ce qui concerne la digitalisation, les principaux vraiment aspects, c'est remise à niveau des infrastructures en tant que infrastructure en termes vraiment de dispositifs, que ce soit de collecte, que ce soit infrastructure au niveau du gouvernement, le renforcement de capacité, aussi vraiment tout ce qui est normes, regulation et tout ce qui va avec. Donc, c'est ces genres d'actions, ce genre d'initiatives à travers lesquelles la GIZ accompagne donc les pays africains en particulier. Donc, le partage et puis l'utilisation de données Une seule santé. Merci Habiba pour cette question. Bon, j'invite les autres aussi, les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. On va y revenir.
on va y revenir tout à l'heure. Et je disais, professeur Bassoum, comme on avait quelques soucis de connexion, donc j'avais entamé les tours de table. Donc peut-être profiter des questions pour revenir sur les points peut-être que vous n'avez pas pu aborder pendant la présentation, parce qu'il restait quelques slides. Je vais en revenir avec Dr Diko. Là, je fais appel à vos deux casquettes de spécialiste de données, mais aussi d'économiste. Comment le concept de One Health est-il intégré dans le contexte humanitaire, notamment dans les zones de déplacement de population? Et quels enseignements vous en tirez pour les politiques nationales? Merci beaucoup. Ouais, effectivement, c'est une question un peu complexe. Je pense que dans la région, effectivement, quand on parle de déplacement forcé, outre les aspects de maladies humaines, je parle aussi des maladies un peu, on va dire, animales et pas que des zoonoses. Par exemple, ceux qui se déplacent avec le bétail, ça soulève, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça. Et je pense que les autorités travaillent beaucoup à s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension de ces mouvements. Et au-delà du déplacement forcé, c'est les mouvements qui existaient déjà de toute façon à travers les transhumances. Je donne cet exemple parce que c'est un exemple que je comprends un peu mieux. Et c'est des problématiques sur lesquelles il y a eu beaucoup de discussions. Avant de travailler au HR, je travaillais au niveau de la FAO et on travaillait déjà sur le pastoralisme aussi à cette époque. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies, en tout cas, qui touchent l'élevage et les bovins en particulier, et les maladies aussi qui passent de l'un à l'autre. Il y a pas mal de zoonoses, par exemple. Donc, maintenant, pour la notion de déplacement forcé, c'est un peu plus compliqué parce que par nature, c'est un déplacement. C'est pas comme je veux pas une ambassade pour demander un visa pour me déplacer. Donc, ça demande de mettre en place des mécanismes, en tout cas au niveau des frontières, au niveau des services, on va dire décentralisés, étatiques qui travaillent surtout sur les aspects de santé. Et parfois, dans certaines zones, vu la fragilité et parfois l'insécurité, on n'a pas une grande présence. Donc, effectivement, c'est un challenge. Il y a des collègues qui sont beaucoup plus à même d'aller en détail dessus. Tout ce que je peux dire seulement, c'est dans le cas précis de la région, il y a quelques exemples où effectivement il y a des discussions sur, par exemple, des couvertures vaccinales dans certains cas précis et surtout avoir au moins un état de lieu des déplacements. Maintenant, en ce qui concerne les populations humaines, de manière générale, là, c'est beaucoup plus cadré. C'est des choses qui se font très, très bien. Le HR a beaucoup de spécialistes en santé. Il travaille directement avec les différents ministères des différents pays qui accueillent les personnes déplacées pour s'assurer que tout soit fait correctement. Parce que, comme vous pouvez le savoir, quand on quitte une zone à une autre, nous tous, quand on doit se déplacer, par exemple, quand on est dans un pays, on demande de faire certains vaccins. Donc, je pense que même une personne déplacée, parce que même si elle s'est déplacée de force et qu'elle a vécu des choses assez difficiles, il est quand même important, pour des raisons de santé publique aussi, de s'assurer quand même que ces personnes puissent être accompagnées. Je pense que cet accompagnement est fait, en tout cas, dans la plupart des pays qui accueillent une large population de réfugiés où il y a un encadrement entre avec le gouvernement. Maintenant, donc, du coup, l'aspect One Health, il est peut-être un peu moins fort. Je pense que c'est toujours un peu, on va dire, traditionnel. Donc, je parlais des aspects de santé humaine, un peu plus maintenant vers la santé animale, et je pense que c'est quelque chose qui pourra dans le futur, je pense, être renforcé. Mais je pense qu'il y a des agences des Nations Unies qui sont beaucoup plus à même de porter ça, et je pense à travers des collaborations entre agences, ONG et gouvernements, que c'est des choses, peut-être des projets beaucoup plus ambitieux pour être mis en place. Donc, c'est peut-être ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais je pense que mes activités directement, je ne suis pas très impliqué sur le côté santé, je suis juste sur les côtés données au niveau du HR. Donc, je regarde un peu de loin. Mais voilà, c'est un peu une appréciation, on va dire, personnelle un peu de la situation. Et je pense que j'aimerais bien voir justement les choses évoluer dans ce sens. Merci, Dr Diko. Retour. Merci pour cette réponse. Je vais laisser l'opportunité au professeur Bassoum avec cette question peut-être il a déjà abordé certains aspects parce que je voulais savoir aujourd'hui comment le concept One Health est intégré dans la formation professionnelle de santé publique et surtout quels sont les besoins à combler pour favoriser l'interdisciplinarité, j'y arrive, dès l'université. Professeur Bassoum, vous nous entendez?
Bon, pour le moment, non. Bon, peut-être je vais revenir à M. Sambou, qui représente le Haut Conseil national de sécurité sanitaire. J'avais une question pour lui, donc, pour savoir comment le Haut Conseil national de sécurité sanitaire traduit-il le concept One Health dans les politiques publiques? Ça, c'est le premier point. Et quels sont les leviers ou obstacles majeurs à une intégration effective des secteurs concernés? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, par rapport à cette question qui est très, très intéressante, il faut dire que par rapport à la traduction du concept One Health dans les politiques publiques, il est important déjà de pouvoir rappeler un peu le cadre institutionnel pour dire que le Sénégal a adhéré depuis 2015 au programme national, au programme de sécurité sanitaire dans le cadre du Global Health Security Agenda. Et depuis 2017, il y a le Haut Conseil qui a été mis en place et qui est logé au niveau de la primature. Et tout récemment, il y a eu la mise en place d'un programme national de sécurité sanitaire qui est chargé justement de mettre en œuvre l'ensemble des activités pour la mise en œuvre de ce concept. Et pour cela, il y a plusieurs leviers sur lesquels nous nous appuyons. Il est important de prime abord déjà de spécifier un peu le cadre institutionnel pour dire que le Haut Conseil est présidé par la primature, mais aussi il y a 8 autres organes qui le composent. Dans ces organes, il y a déjà le secrétariat permanent du Haut Conseil national de sécurité sanitaire, qui est le bras technique chargé de mettre en œuvre ce programme. Aux côtés peut-être de ces deux entités, nous avons également les comités intrasectoriels, donc ils sont logés au niveau des différents ministères, parce qu'il faut le rappeler, quand on parle du concept One Health, il est toujours important de dire qu'il faut déjà être fort en intra avant d'être fort en intersectoriel. Raison pour laquelle il y a des comités intrasectoriels qui existent et qui sont pilotés au sein des différents ministères sectoriels qui interviennent dans le cadre du programme. Mais aussi, nous avons des points focaux à travers le point focal national RSI, mais aussi nous avons des points focaux à travers le NRBC, donc tout ce qui est avec le nucléaire, donc les risques radiologiques, biologiques et chimiques. Nous avons également des points focaux de l'OMSA, qu'on appelle communément le délégué OMSA, en rapport avec la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, mais aussi des points focaux du secteur de l'environnement. À côté de cela, nous avons également ce qu'on appelle des comités déconcentrés de sécurité sanitaire, donc qui également au niveau de la composition des différents ministères sectoriels à travers le démembrement. On a des comités déconcentrés qui existent et qui sont en train de faire un travail au niveau déconcentré. Outre cela, nous avons également institué dans le cadre toujours institutionnel des plateformes au niveau communautaire de sécurité sanitaire qui sont organisées autour des gouverneurs. Parce que ici, dans le cadre justement de cette territorialisation, il est important de pouvoir regrouper tous les acteurs et le meilleur cadre pour le faire justement, c'est le gouverneur qui, à son niveau, à travers les CRD et les CLD qu'il organise, a cette possibilité de pouvoir mettre de façon opérationnelle cette multisectorialité. Voilà. Alors, l'autre élément aussi qui est important de préciser, c'est que en termes de mission et d'objectifs, nous nous positionnons dans le règlement sanitaire international, mais également aussi on a d'autres codes, tels que les codes phytosanitaires. Donc, c'est des conventions internationales qui sont signées par l'État du Sénégal en lien avec la sécurité sanitaire. Nous avons à ce niveau différentes activités qui sont traduites à travers des groupes de travail multisectoriels. Et ces groupes de travail multisectoriels se regroupent suivant des domaines. On a des domaines en lien avec la prévention, des domaines en rapport avec la détection, des domaines en rapport avec la prise en compte des maladies zoonotiques, mais aussi la surveillance, mais également la RAM, donc c'est la résistance aux antimicrobiens. Et aussi, on a un domaine, bien évidemment, qui est destiné à la riposte. Et c'est pour dire que l'ensemble des domaines techniques qui s'inscrivent dans le cadre du RSI sont adressés par ces groupes techniques qui mettent en place des PTA, des programmes annuels de travail,
Et chaque année, nous avons un bilan annuel à faire suivant les activités qui ont été déjà programmées. Excellent. Et, voilà. Et ouais, monsieur. Pour dire que il y a surtout un élément peut-être qui est important de préciser, c'est que nous déroulons le plan d'action national de sécurité sanitaire, One Health, on appelle communément PANS, qui est notre document stratégique sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir adresser les différentes questions en lien avec la sécurité sanitaire. Juste par les défis. On pourra y revenir parce qu'on a un deuxième tour de table comme ça, voilà, sur certains aspects. Voilà, vous pourrez revenir par rapport à des aspects spécifiques du Haut Conseil de sécurité sanitaire durant le deuxième tour de table. Juste de tout, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je peux terminer peut-être en 2 minutes, 3 minutes les diapositives. Peut-être ce que je propose, c'est de, comme il y a quelques questions, bon, peut-être qui vous permettront de les évoquer, parce que j'avais une question notamment sur... Peut-être les diapositives pourront répondre partiellement aux 3 questions, hein, je crois, en fait, pour gagner du temps, quoi, je pense. Ok. Très rapidement. Ok, je vous partage ça. Une seconde. Voilà, le temps de partager. Voilà, donc on termine en 3 minutes, comme ça après. Ah, c'est ça, d'accord. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Hein. Nous avons parlé de la formation en rapport avec l'approche d'une seule santé à l'ISET. Donc, l'ISET a commencé vraiment à intégrer cette approche dans les curricula de formation. Et nous pensons que c'est très important, en tout cas, d'avoir des méthodes d'enseignement actives centrées sur l'apprenant, où c'est vraiment l'apprenant qui est responsable de sa propre formation pour pouvoir assimiler les connaissances en rapport avec l'approche One Health et la santé digitale. Diapositive. Voilà, ici, nous partageons quelques expériences à travers OSEA, One Health Central and Eastern Africa. C'était une plateforme qui a été mise en place avec l'appui de l'USAID et d'autres organismes internationaux et qui favorisait une coopération vraiment interuniversitaire puisqu'il s'agissait d'un projet où l'ISET était impliqué au même titre que l'école des vétérinaires qui se trouve ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, on a eu à former quand même le personnel qui est issu de l'ISET, mais aussi le personnel de l'école vétérinaire et d'autres agents qui sont issus donc d'autres secteurs qui ont été formés sur le genre et maladies infectieuses, les techniques de conception et développement de cours en ligne, e-learning, mais également le leadership, le management, entre autres. Ensuite, il y a eu Afrohoun, donc c'est Afrohoun qui a remplacé plus tard OSEA. Et à travers Afrohoun, il y a eu une formation qui a été organisée l'année dernière et moi-même j'étais formateur. Et ce qui était intéressant dans cette formation, c'est qu'on a regroupé des agents qui sont venus de divers secteurs. Donc il y avait des agents de santé animale, des agents de santé humaine et environnementale. Donc ils ont été formés pendant une semaine sur l'approche d'une seule santé et sa relation avec le genre, mais aussi sur l'épidémiologie de base. Diapositive. Toujours en termes d'enseignement, il y a actuellement un MOOC sur une seule santé et la recherche de mise en œuvre. La recherche de mise en œuvre, c'est une forme de recherche qui permet d'identifier les goulots d'étranglement des interventions, en fait, dans la mise en œuvre des interventions de santé. Actuellement, donc, il y a un MOOC qui est mis en œuvre pour effectivement favoriser l'intégration de l'approche One Health dans l'enseignement. Il y a également une formation en distanciel qui a été organisée récemment et j'étais le formateur principal. Il s'agissait d'une formation axée sur l'épidémiologie et l'analyse des données sur la résistance aux antimicrobiens. C'était une formation qui a été organisée à l'intention des agents de la direction des services vétérinaires du ministère de l'Élevage, mais aussi des agents du programme national multisectoriel sécurité sanitaire One Health.
Et nous avons utilisé effectivement des outils numériques comme Zoom, puisque la formation a été organisée en ligne. Et pour analyser les données, l'outil numérique principal qui a été utilisé, c'est surtout le logiciel R, le package AMR, qui est relativement nouveau et que vraiment les apprenants ont apprécié. Maintenant, en termes de recherche, l'université pourrait vraiment contribuer profondément, surtout en axant ses recherches sur les maladies émergentes et réémergentes, sur l'évaluation des interventions One Health, puisque actuellement on déroule beaucoup d'interventions, mais on ne maîtrise pas leur impact réel sur les autres secteurs. Donc, c'est important de consacrer des travaux de recherche sur ce volet-là. Il y a la résistance aux antimicrobiens et le genre, les zoonoses, mais également le changement climatique et les maladies d'origine alimentaire. Diapositive. Des outils numériques peuvent être utilisés dans le cadre de la collecte, de la gestion et ou d'analyse des données. Nous en avons quand même, nous avons eu des expériences, notamment avec l'utilisation de Google Forms, Open Data Kit, Kobotool, etc. et le DHIS2, qui sont des outils largement utilisés aujourd'hui pour collecter, gérer et analyser des données. Diapositive. Ici, nous vous donnons un exemple de recherche One Health. Il s'agissait d'une investigation et d'une riposte face à un cas de fièvre hémorragique virale positif aux immunoglobulines des virus Zika, West Nile, fièvre jaune et dengue dans le district sanitaire de Tambacounda, à l'est du Sénégal. Alors, cette activité, ou bien cette étude a été menée selon une approche de One Health, puisqu'il y a eu une investigation humaine qui a consisté donc à recueillir des informations au niveau des établissements de santé, mais aussi à interroger la personne malade et son entourage. On a également eu des prélèvements sanguins au niveau des équidés qui sont donc trouvés dans l'entourage du cas suspect de fièvre hémorragique, et des prélèvements de larves de moustiques ont été également faits, et tout ceci pour comprendre vraiment les mécanismes de survenue de ce cas, n'est-ce pas, positif aux 4 virus Zika, West Nile, fièvre jaune et dengue dans le centre de Tambacounda. Donc, c'était vraiment une approche très intéressante qui a intégré tous les 3 secteurs. Et l'étude a été publiée, que l'on peut retrouver facilement sur Google si vous voulez. Diapositive. Là, c'est également un autre exemple de recherche One Health, puisque nous avons utilisé des outils numériques qui sont très indispensables en matière de recherche. Il s'agit notamment de PubMed. Et l'utilisation de PubMed et d'autres bases de données nous a permis effectivement de mettre en place, en tout cas d'estimer la prévalence de la résistance aux antimicrobiens en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une étude qui a été publiée récemment. Et cette étude nous a montré qu'il y a une forte prévalence de la résistance aux antimicrobiens, aussi bien en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire. Et ce qui est inquiétant, c'est que la prévalence est très élevée en milieu communautaire. On peut effectivement penser qu'il y a une utilisation irrationnelle des antimicrobiens en milieu communautaire, aussi bien chez les humains, mais aussi peut-être chez les animaux, puisque la résistance aux antimicrobiens et la surconsommation des antibiotiques, des antimicrobiens de façon globale, on a établi une relation très forte entre ces 2 composantes-là. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière d'intervention One Health pour pallier ce problème qui ébranle le système de santé. Voilà, pour finir rapidement, je pense qu'il y a... Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, si vous pouvez conclure. La diapositive, ou bien c'est fini. Alors, donc, c'était juste pour vous parler d'une autre diapositive où nous avons montré quelques études qui sont en cours, et des études vraiment qui sont des opportunités pour nous d'utiliser des outils numériques pour collecter des données. C'est surtout Google Forms. Actuellement, nous menons des recherches pour évaluer les connaissances des étudiants de la faculté de médecine sur les maladies d'origine alimentaire, sur l'impact du changement climatique sur la santé humaine, mais aussi sur l'hygiène des mains. Voilà.
Donc, pour conclure, c'est pour vous dire que l'université devrait jouer un très grand rôle, aussi bien dans la formation initiale que continue des professionnels de santé. Et l'université doit apporter une grande contribution dans la recherche sur les interventions One Health. Je vous remercie et toutes mes excuses. Ok, merci. Bon, merci, professeur. On est un peu en retard dans le timing, donc je vais en profiter peut-être pour donner l'opportunité aux participants de poser des questions. Après, si on laisse du temps, voilà, j'ai une ou deux questions aussi à poser. Donc, on a déjà quelques... Bon, pour les présentations, vous les aurez. On vous partage les présentations et en plus de l'enregistrement de la session pour vous permettre un peu de revenir là-dessus. Donc, on avait une première question de Monsieur Moussa Diop. Peut-être s'il est toujours là. Il peut activer son micro et poser rapidement son question et on pourra, un des panélistes à qui c'est adressé pourra répondre voilà, assez rapidement. Monsieur Moussa Diop, vous êtes là? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Si vous posez une question en 30 secondes, si possible. Ok. Avant tout, nous remercions les présentateurs pour leur brillante présentation. Je veux savoir, est-ce qu'on aura des attestations de participation à la suite de ces présentations, si possible? Des attestations de participation à ce webinaire? Non, c'est par rapport si on continue à mettre dans la communauté. Donc, à l'issue de ces formations, est-ce qu'il est prévu? Non, il n'y a pas d'attestation en particulier. Bon, c'est une communauté, c'est une association, il y a des activités qui se font, mais il n'y a pas d'attestation de participation à la communauté ni aux événements de la communauté à ce stade. Ok, merci. Ok, merci. Le prochain, c'est M. Mamoudou Choi. Mamoudou Choi, vous avez 30 secondes, posez votre question. Oui, Herman, on va revenir vers vous. Je suis en train d'épuiser les différentes questions dans le chat. Bonjour à tous. Donc, merci. Nous remercions les panélistes pour leur brillante présentation. Donc, moi, comme je l'ai dit dans le chat, donc, vraiment, j'approuve, comme le professeur Bassoum l'a dit, l'idée que les universités aillent dans le sens de mettre en place des diplômes pour le One Health. Parce qu'il y a même une camarade qui l'a dit. Je pense que plus tôt on initie les étudiants sur ce concept One Health et de santé numérique, mieux c'est pour développer le domaine des acteurs dans ce sens. Donc, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui est intéressé par ce domaine, est-ce qu'il existe des opportunités pour pouvoir se former facilement? Merci. Merci. Bon, parmi les panélistes qui souhaitent répondre à cette question? Bon, je peux répondre très rapidement à cette question. Oui, il existe bien sûr des opportunités pour se former à l'approche d'une seule santé. Donc, j'ai donné l'exemple d'un MOOC. Voilà, c'est vraiment une sorte d'enseignement distanciel en ligne, en différé si vous voulez même, voilà, qui est porté par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et le thème, c'est vraiment la recherche de mise en œuvre et une seule santé. Donc, vous pouvez vous inscrire, mais vérifiez au préalable si les inscriptions sont toujours en cours. Alors, si les inscriptions sont fermées, vous pouvez toujours vous rattraper d'ici les mois à venir ou l'année prochaine. Voilà. Donc, il y a effectivement cette opportunité-là. Merci. Merci. Et Madame Awadjedjou? Donc, bonjour, merci pour les présentations, merci pour les différentes présentations. Donc, ma question s'adresse toujours à Dr Oumar Bassoum. Donc, c'est un peu, je renchéris un peu sur ce qu'a dit le collègue Mamadou Choi. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, dès le début, initier les étudiants en première année, deuxième année de médecine, par exemple, à la santé digitale, sachant que on est dans une ère de perpétuel changement, de perpétuel
d'évolution au niveau des technologies et des outils informatiques. Donc, j'aimerais savoir si c'est pas possible d'initier les étudiants dès leur première année afin qu'ils soient préparés pour la gestion de comment dirais-je, du One Health et de la santé digitale. Merci. Ok, merci. Docteur Bassoum, en 30 secondes, si vous pouvez répondre. Merci, Madame Awadjedjou. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Hein. C'est une question très intéressante. Ici, à l'université Cheikh Anta Diop, c'est ce que nous avons compris. C'est pourquoi, dès cette année, nous avons mis en place une unité d'enseignement qui s'appelle rédaction médicale. Voilà, donc qui sera donnée dès la deuxième année de pharmacie. Voilà, je pense que ça, c'est une façon pour nous de les initier très rapidement aux outils numériques, puisque dans le contenu de cette unité d'enseignement, nous parlons effectivement de la façon de rédiger et l'utilisation des outils numériques tels que les réseaux sociaux, par exemple, comment rédiger un message, entre autres. Mais aussi, il y a une leçon qui est consacrée à la recherche bibliographique. Et tout le monde sait que pour vraiment pratiquer la recherche bibliographique, il faut avoir recours aux bases de données comme PubMed. Alors que cet enseignement était donné dans les années supérieures, comme en 6e année de médecine ou en 5e année de pharmacie. Mais maintenant, dès la 2e année, on leur donne vraiment les connaissances de base sur l'utilisation de ces outils. Merci. Merci. Oui, merci pour cette réponse. Donc, je vais prendre 3 autres questions. J'invite aussi les panélistes à aller sur le chat. S'il y a des questions, ils peuvent répondre rapidement sur le chat. Donc, je vais donner la parole à M. Babacar Ndiaye, qui avait une question pour Habiba, mais aussi pour le Haut Conseil de sécurité. Donc, si vous pouvez activer votre micro, M. Ndiaye, et poser votre question en 30 secondes. Babacar. Donc, je vais poser sa question. La première, c'était comment se réorganiser et bénéficier des appuis institutionnels disponibles suite à la suspension des financements One Health, USAID de sécurité sanitaire mondiale. Je pense que ça, c'est peut-être pour Habiba. Donc, c'est par rapport aux appuis institutionnels disponibles par rapport au financement, avec les suspensions de financement qui existent aujourd'hui avec l'USAID. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous avez peut-être au niveau de la GIZ? Merci beaucoup pour cette question de Babacar. Donc, même si je ne suis pas peut-être mieux placée pour parler de financement, de ressources et de tout ce qui va avec. Donc, la GIZ et peut-être de façon plus large encore l'Union européenne n'a pas l'intention ou bien ne veut pas prendre la place de OK, tout ce que les Américains faisaient, nous, on va les remplacer, c'est une opportunité pour nous. Non, c'est pas comme ça la vision de la chose. C'est on a notre part à jouer, on a une partition, donc on se bat à bien faire, à bien exécuter nos travaux, quitte à ce que, OK, si on peut avoir des budgets, ça et là, pour pouvoir combler le gap laissé par tout le financement américain qui est parti. Là, on peut s'essayer vraiment à renforcer donc, les systèmes et lui apporter 2-3 solutions en plus, mais vraiment pas se substituer au financement américain qui était disponible auparavant. Merci. Merci. Une autre question de Joseph Tamba, et après je vais revenir sur Herman qui avait levé la main tout à l'heure. Joseph Tamba, vous pouvez poser votre question qui est adressée au conseil que M. Sambou pourra répondre. En 30 secondes, si possible. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question c'était de savoir comment le Sénégal envisage-t-il l'utilisation de la santé digitale pour anticiper les crises sanitaires multisectorielles. Ok, M. Sambou, vous êtes avec nous? Vous avez entendu la question? Allô, M. Sambou? Bon, peut-être qu'il n'est pas avec nous. Bon, Si. Oui, nous sommes avec vous. Ok. Ouais. Vous avez entendu la question? Par rapport au financement, c'est bien ça? Non, c'est M. Tamba qui posait une autre question. M. Tamba, peut-être vous pouvez revenir rapidement sur votre question.
Oui, D'accord, je dis comment le Sénégal envisage-t-il l'utilisation de la santé digitale pour anticiper les crises sanitaires multisectorielles? OK. Merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante. Donc, il faut comprendre qu'actuellement… Si possible, merci. C'est bon. Voilà, je disais que merci pour la question qui est très intéressante dans la mesure où il faut comprendre qu'actuellement, avec les nouvelles autorités, on est dans une dynamique de renforcer la digitalisation. Et si vous le voyez bien, dans tous les secteurs, il y a une politique de digitalisation qui est en cours, qui a été élaborée dans les différentes lettres de politique sectorielle. Et effectivement, par rapport à cette mise en œuvre, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, mais il est important de dire que pour le moment, pour ce qui est de la santé digitale, nous travaillons surtout à l'intégration des systèmes de santé. Je m'explique, c'est-à-dire dans le cadre de la surveillance sanitaire, on sait qu'il y a déjà plusieurs systèmes qui existent selon sa propre dynamique, mais à notre niveau, notre plus grand challenge, c'est de pouvoir faire du numérique avec les différentes plateformes existantes pour pouvoir rendre interopérable l'ensemble des systèmes de surveillance existants. Et ça, actuellement, c'est en cours et nous espérons en tout cas pouvoir atteindre cet objectif dans les plus brefs délais. En outre aussi, on a également l'utilisation surtout d'applications mobiles pour la sensibilisation au niveau communautaire, mais également pour la remontée des données. Et dans ce sens, il y a des projets actuellement qui sont en cours que nous sommes en train de suivre. Okay. Merci. Merci pour la considération. Il y a Habiba, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Diego, vraiment très rapidement pour lui apporter du lot au moulin de mon collègue. Quand on parle de One Health, quand c'est couché sur du papier, tout va bien. Mais dès qu'il s'agit d'opérationnaliser, ça devient complexe. Exemple, c'est on organise une réunion où on a les 3 ministères. On va se poser la question, qui préside la réunion? Parce que qui dit préside la réunion, qui est au-dessus des autres? D'où l'importance vraiment pour les pays d'avoir une unité de coordination dont la légitimité ne sera pas discutée, dont le leadership sera vraiment assis pour dire attention à un niveau, c'est moi qui suis au-dessus et puis allons dans un sens ou dans l'autre. Donc, autre chose également, c'est, comme il a encore dit, la mise à niveau des infrastructures en termes de personnel, en termes vraiment d'infrastructures, en termes de système, d'harmonisation, de tout ce qui va avec. Très souvent, le ministère de la Santé est loin au-dessus et les autres ministères sont à la traîne. Déjà, les considérer comme ils sont actuellement et puis travailler vraiment à la mise à niveau. Et puis, le troisième aspect pour moi, c'est tout ce qui est réglementation, cadre de gouvernance pour qu'on arrive à une effectivité d'un One Health partagé par tout le monde. Merci. Merci, Habiba. On a une dernière question. Là, on court derrière le temps. Ça, c'est pour Dico. Existe-t-il des plateformes numériques collaboratives qui sont déjà opérationnelles en Afrique de l'Ouest dans ce domaine? Merci beaucoup pour la question. Quand tu dis ce domaine, tu parles par rapport aux données? Oui, oui. À ma connaissance, non, mais peut-être que le docteur Lassoum peut avoir des informations que je n'ai pas dessus. Mais par contre, je pense que ce que nous sommes en train de faire ensemble avec aussi la GIZ peut avoir quand même le potentiel de remplir ce gap, surtout dans les zones francophones. Ça ne sera pas forcément sous-régional, mais ça peut quand même, en tout cas, quand on voit tous les experts qui ont été choisis, le focus sur l'analyse de données. J'espère vraiment qu'on va pérenniser ce réseau. Et surtout garder un peu la signature data analytics numérique, mais surtout les aspects data et d'analyse. Je pense que c'est ce qui fait un peu la particularité de ce que Habib avait présenté tout à l'heure. Et je n'ai pas d'informations sur les plans futurs, sur les 5-10 prochaines années, mais pour moi, c'est la première fois que je vois un truc d'envergure organisé comme ça et qui a le potentiel de rester. Il y a eu des initiatives dans le passé, mais elles sont souvent pour quelques années, mais ne durent pas. Et donc, du coup, là, actuellement, à ma connaissance, peut-être pas, mais peut-être que des collègues pourraient avoir. Je pense que pour des personnes qui sont intéressées, se rapprocher des autres groupes, je pense que le docteur Bassoum a partagé certains groupes, Aproun et plein d'autres choses.
où il peut y avoir des groupes thématiques, où il peut y avoir des opportunités de collaborer, de travailler sur des projets. Quel que soit le projet aujourd'hui, de toute façon, il y aura un volet d'analyse très poussé où il y a des possibilités de travailler. Donc, je pense que cela doit sûrement être ouvert à des personnes qui sont pas forcément des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens ou directement, mais peut-être des analystes, des statisticiens, des économistes, des spécialistes de data science ou d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent collaborer. L'autre point, c'est les universités, c'est de voir au niveau des universités, les centres de recherche qui existent, ces possibilités. Parfois, ces universités sont organisées aussi en réseau sur des thématiques particulières. Je sais que sur le PALU, il y avait des réseaux, il y a toujours des réseaux intra-universitaires sur justement ces aspects de contrôle et donc avec beaucoup d'aspects de modélisation. Donc, voilà ce que je peux dire. Je suis désolé, c'est pas aussi clair et précis, mais peut-être que d'autres pourront rajouter des informations plus précises et qu'on peut faire apporter un complément. Merci. Merci à nos différents panélistes et désolé pour les autres participants qui n'ont pas pu prendre la parole. Bon, on courait derrière le temps, on a eu quelques soucis techniques. Mais en tout cas, merci aux différents panélistes. Je vais laisser la parole maintenant à Dieudonné qui va vous donner un peu la suite. Dieudonné, je te laisse la parole. Ok, merci Diego. Merci aux différents panélistes et merci à tous nos participants. Nous sommes vraiment désolés, nous ne pouvons pas, on parlerait 2 heures de temps là-dessus, mais on ne pourrait pas faire tout le tour du sujet parce que il y a un timing à respecter aussi. Donc, nous sommes vraiment ravis que vous soyez aussi intéressés par le sujet. On a un record de participation aujourd'hui à près de 80 personnes. Ici, nous vous demandons d'évaluer le webinaire. Donc, normalement, il y a un code QR que vous pouvez scanner pour évaluer le webinaire. Ou bien, oui, je vais vous partager le lien. Je vous partage le lien dans le chat. Je vais vous partager ce lien-là dans le chat que vous pouvez utiliser pour évaluer le webinaire. Vous allez nous donner vos feedbacks par rapport à comment ça s'est passé et aux différents points. Donc, laissez-moi juste quelques secondes, le temps que je retrouve le lien pour vous partager les voilà. Voilà. Maintenant, pour ceux qui nous ont rejoints à la fin, la communauté santé, c'est une communauté vraiment qui regroupe plusieurs acteurs qui œuvrent pour la santé numérique ici en Afrique. Et particulièrement, on a démarré nos activités au Sénégal, donc c'est beaucoup ancré au Sénégal, mais on a aussi aujourd'hui un réseau qui couvre presque toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir des invités qui sont intervenus depuis le Cameroun, d'autres qui sont intervenus depuis d'autres pays, et régulièrement, on a des personnes aussi qui interviennent depuis la France, etc. Notre idée, en fait, c'est de promouvoir la santé digitale aujourd'hui ici en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Il y a plein d'initiatives qui sont données, qui sont là aujourd'hui, mais dans le monde francophone, ce n'est pas assez diffusé. Donc, je vous invite à rejoindre la communauté e-santé. Laissez-moi un mail sur mon adresse mail dieudonné@skykai.dev et je vous intègre dans la mailing list de la communauté. Maintenant, vous pouvez utiliser le lien Menti. Maintenant, je l'ai rajouté dans le chat. Je vous prie d'utiliser ce lien. Voilà, pour évaluer le webinaire. Oui, Monsieur Sambou, merci pour votre apport. Et j'espère que les participants pourront lire dans le chat vos compléments. Donc, ici, on vous demande comment avez-vous apprécié le webinaire. Donc, vous avez une note de 1 à 5 à donner pour l'appréciation, que ce soit le sujet, la qualité des intervenants, le déroulement du webinaire. OK.
Ok, je pense que c'est le bon onglet maintenant. Vous pouvez scanner aussi le code QR. Voilà, si vous n'arrivez pas à utiliser le lien, scannez ce code QR là. Voilà, très bien. Donc, dès que vous scannez le code QR, vous pouvez rejoindre le Menti d'évaluation. Donc, voilà, comment vous appréciez le webinaire. Je vous invite à voter. Quel sujet pour le prochain webinaire? Voilà, donc, si vous avez des sujets en tête pour les prochains webinaires, je vous invite à les mettre. Comme ça, nous prenons beaucoup en compte les suggestions des membres, des participants à nos différents webinaires. C'est sur cette base qu'on va faire des événements qui vous intéressent et qui sont des préoccupations de l'ensemble des participants et qui permettent aussi d'éclairer le plus grand nombre. Aussi, nous vous demandons aussi quel sujet pour la prochaine séance. Donc, nous vous invitons à continuer de voter pour le sujet qui vous intéresse. Et généralement, c'est les sujets qui sont les plus votés qu'on prend pour les prochains webinaires. Donc, je vous invite à voter dans l'ensemble des sujets. Donc, nous vous remercions de votre participation au Café Santé 39. Et nous vous informons, comme on l'a précisé au début de ce webinaire, que la séance est enregistrée et vous pouvez retrouver après le replay. On va le publier sur YouTube et vous partagez le lien. Et si vous avez loupé des choses, vous aurez le temps de les rattraper. Donc, je ne sais pas si l'un de nos panélistes a un dernier mot et je vais conclure. Oui, juste un dernier mot chacun. Habiba, d'abord, ensuite Dr. Diko, ensuite Dr. Bassoum et M. Sambou. Un dernier mot. Merci beaucoup, cher Digo. Dernier mot, je ne sais pas, mais déjà dire aux participants, vraiment, gardez toujours cette motivation de vous informer, de vous former sur le OneHealth, sur la santé numérique, sur les outils numériques en général, parce que c'est un peu le futur de tout ce qu'on va devoir faire pour la suite dans le cadre de notre travail. Merci. Oui, Diko. Un grand merci à tous. C'était une super opportunité et je pense que je vais continuer à suivre le reste des activités de e-santé. C'est une belle communauté. Et merci vraiment à tous les collègues. Je pense que ça fait plaisir de voir les universitaires, les collègues qui travaillent dans les organisations multilatérales, ainsi de suite, et toutes ces personnes qui contribuent vraiment à enrichir justement les discussions. Donc, grand merci. Et je vais partager les slides, toute la documentation et j'espère qu'on aura d'autres collègues demain qui vont présenter les choses sur les data aussi. Allez à toutes. Merci. Merci, Dr. Diko. Professeur Bassoum. Je sais pas s'il est toujours avec nous. Sinon, on passe à M. Oui, allô, je suis là. Je vais désactiver mon micro. Oui, allez-y. Voilà, donc je disais que je vous remercie très franchement de m'avoir donné cette belle opportunité de parler de la place de l'université dans la vulgarisation de l'approche One Health Santé Digitale. Donc, c'est dire vraiment que j'ai beaucoup appris avec les collègues qui ont eu à présenter. Les échanges ont été fructueux et je conseille surtout à tout le monde, notamment aux participants, de rester vraiment dans le réseau et de suivre les activités de e-santé. Je vous remercie. Merci. Et on termine avec M. Sambou. Ouais. Alors, vous pouvez partager votre adresse mail dans le chat. Oui, Dr. Sambou. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai écrit dans le chat, je tenais à vous signaler la présence du Dr. Adjaratou Diakoundiaye, donc la secrétaire permanente du Haut Conseil national de sécurité sanitaire, qui a pu finalement nous rejoindre en fin de session. Et vous remercier encore une fois pour nous avoir associés à cette activité qui est pour nous très importante. Et on est disponible pour réitérer notre engagement et notre disponibilité à vous accompagner pour les prochaines étapes. Merci beaucoup. Excellent. Et bonjour, Dr. Adjaratou. Oui, bonjour à tout le monde et toutes mes excuses. J'espère que ça a été et apparemment il y a eu des questions très intéressantes. Donc, nous vous souhaitons plein succès et bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à tous les participants. Merci aux panélistes. Restez connectés. Donc, on vous enverra l'enregistrement, mais aussi les présentations. Et continuez aussi à voter sur le Menti. Le lien est partagé dans le chat. Voilà, évaluer la session et proposer des sujets pour la prochaine, pour le prochain webinaire. Et également, si vous avez besoin de rejoindre la communauté, bon, vous avez l'email que Dieudonné vous partage là actuellement, dieudonné@kaikai.dev. Donc, envoyez-lui un email et on pourra vous mettre dans la communauté. Merci encore et excellente journée à toutes et à tous. Et espérons se retrouver dans quelques semaines pour un prochain webinaire. Merci. Ciao. Inch'Allah. Merci. Bye bye.